Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au process de développement d'un produit électronique en l'occurrence, hein. Et on va expliquer aussi le rôle du firmware designer dans ce process de développement. Bien entendu, nous allons faire ça à l'aide d'un exemple. Ici, ce sera un thermomètre avec capteur d'humidité que vous pouvez trouver sur Amazon, hein. Donc très simple, il affiche la température en Celsius, en Fahrenheit, l'humidité en pourcentage. Vous pouvez changer l'unité de température par un bouton derrière le thermomètre. Et vous avez un émoticône content, pas content. Le pas content, c'est quand l'humidité est trop basse, inférieure à 30% ou supérieure à 60%. Et content, on va dire qu'il est content parce que c'est pas très clair dans la description de ce produit-là. On va dire qu'il est content quand l'humidité est entre 30 et 60% et la température entre 20 et 26 degrés Celsius. Allez, c'est parti. Donc, les processus de développement, il y en a principalement deux qui sont très connus. C'est le process en cascade, donc waterfall, et le process agile. Quelle est la différence entre les deux? Il y en a un qui est linéaire, donc le process en cascade, et il y en a un qui est itératif, le process agile. Donc qu'est-ce qu'un process linéaire? C'est-à-dire que toute étape commencera quand l'étape précédente est complètement finie. Dans le sens où on va tous travailler sur les requirements, et quand les requirements sont complètement finis, alors là on va faire tout le design du produit. Quand le design sera complètement terminé, on va faire toute l'implémentation. Quand l'implémentation sera complètement terminée, donc le produit sera fini, on va le donner à tester à la validation. Et quand la validation sera complètement faite, on va le mettre en production. Voilà, ça c'est le process en cascade. Et le process agile, il est différent dans le sens où on va faire donc toute la décomposition en requirement. Et dès qu'on aura fait cette décomposition complète en petites requirements, on va les mettre en paquets. Et chaque paquet sera une loupe de notre process. Donc les loops, c'est des sprints, on va dire. Et donc, dans chaque loop, on va prendre ce petit paquet de requirements, on va faire le design de celui-là, l'implémentation et le test. Et après, on prendra le paquet suivant, etc. Voilà, c'est la différence. Je voulais aussi vous montrer cette image. Donc, pour rappel, toutes les images viennent d'Internet et je vais vous mettre les références à la fin du document. Donc, pour vous montrer les différents métiers du processus de développement. Donc tout au début on a l'idée, hein. L'idée, donc là c'est vraiment quelqu'un qui a une idée de génie, ou alors des fois dans les grandes entreprises on a des chercheurs, hein, qui font soit de la recherche fondamentale, ou ça peut venir n'importe où, ça dépend de la taille de l'entreprise, quoi. Mais il faut avoir l'idée, quoi, en fait, l'idée. Après on va faire product definition, donc la définition du produit. Donc on va dégrossir l'idée, on va dire qu'est-ce qu'on voudrait. Dans l'occurrence on voudrait un thermomètre qui affiche la température, mais idée de génie, aussi l'humidité. Et idée encore plus géniale, on va mettre un icône content, pas content. Voilà, ce serait ça en fait. Après on va faire un prototype. Donc l'étape 3. Prototype, c'est bon, on va prendre un développeur, on va pas du tout suivre le process, mais le plus rapidement possible, on aimerait bien avoir une démo en fait, pour montrer aux clients potentiels, au département marketing. Les gens ils aiment bien les démos en fait, ils aiment bien avoir l'objet, donc on fait le code à l'arrache sur un PCB, on a imprime en 3D, on utilise une imprimante 3D pour faire un beau boîtier, et hop, on leur montre ça, ils sont tout contents, et du coup ils nous filent des thunes pour faire le produit. Et donc là on arrive dans les choses sérieuses qui sont le detail design. Donc là à ce moment-là on va vraiment définir exactement ce qu'on veut, donc on va faire une décomposition de tous les requirements, et après on va faire le design complet du produit, l'implémentation, suivant le cycle agile, hein. Donc dans notre exemple on va faire le cycle le process agile, hein, parce que c'est ce qui est utilisé quasiment partout maintenant, hein. Le process en cascade, j'en ai jamais connu. Je sais pas, dites-moi en commentaire si votre entreprise utilise le process en cascade, mais moi je connais personne qui utilise encore ce process. Voilà, donc là on va faire vraiment le produit dans le dur, quoi, en respectant les règles de codage, faire ça proprement, valider le produit correctement pour pouvoir le mettre en production à la fin. Donc en termes de R&D, on est du 1 au 5, c'est quasiment que des gens de la R&D généralement, donc que des ingénieurs.
Enfin, il y aura peut-être un peu des techs, mais beaucoup d'ingénieurs. Et firmware designer, peut être entre le 3 et le 4. Hein, moi j'étais par exemple, j'ai commencé en 5, donc j'ai fait de la validation, après je suis passé au design. Donc là j'ai fait vraiment du code en 4 et maintenant je fais du prototypage, je suis en 3 maintenant. Vous pouvez changer en fait. Alors, on va commencer par les requirements. Donc il y a plusieurs façons de faire des requirements, une décomposition. Et il y en a une qui est un peu à la mode en ce moment, c'est celle-là en fait. C'est en décompose avec des epics, features et user story. En gros, on va aller du plus générique, l'epic, au plus détaillé, la user story. Et après, ce qu'on va faire, vous avez rappelé, on va suivre le process agile, c'est-à-dire qu'on va décomposer en plein de petites user stories et après on va faire des paquets de user story et on va faire des sprints, c'est-à-dire qu'on va commencer par faire le sprint 1. Dès qu'on aura fait le sprint 1, on va faire le sprint 2. Ouais, on va faire des itérations. Comme maintenant les jeux vidéo, vous avez alpha, bêta et choses comme ça, c'est la même chose en fait. Donc là, on va faire les pics. Donc ça, c'est ma façon de faire. Il y en a plein, mais c'est pour vous montrer un exemple. Donc là, moi, j'ai décidé de le faire dans ce sens-là. Donc les pics, ce sera très simple. Build the thermometer and humidity monitor. Donc on construit un thermomètre avec, très important, capteur d'humidité. Après, on fait les features. Donc on dit, bah, notre produit, ce serait bien qu'il ait un écran LCD pour afficher la température, l'humidité et l'icône, enfin les émoticônes. Le produit, il faudrait qu'il ait un capteur de température, il faudrait qu'il ait un capteur d'humidité, il faudrait qu'il ait une durée de vie de 2 ans sur une batterie, il faudrait qu'il y ait la possibilité de changer la température de Celsius à Fahrenheit à l'aide du bouton derrière. Le produit doit avoir un bouton pour changer la température et le produit doit afficher content ou pas content en fonction du niveau de température et d'humidité. Ça, c'est les features. Donc là, on est au niveau des features en bleu. Et là, on va faire après la décomposition en user story. Donc user story, donc là j'ai mis en jaune le rappel des features. Donc pour la feature du LCD, on aura 2 user story. Il faudra que le LCD puisse afficher la température, l'humidité, les émoticônes content, pas content, la température sous le format xxx.x où le plus grand chiffre peut être seulement 1. Ça, c'est quand on est en Fahrenheit, c'est beaucoup plus que des Celsius. Le LCD doit aussi rafraîchir la température, l'humidité et l'icône toutes les minutes. Après, donc pour le capteur de température, on met le range de moins 55 à 100 degrés avec une précision de 0,2 degrés et la température doit être lue toutes les minutes. Un capteur d'humidité qui va être entre 0 et 100% d'humidité avec une précision de 1% et on doit avoir une lecture de l'humidité toutes les minutes. Pour la durée de vie du produit, il faudra qu'on ait 2 ans avec une pile de type AAA de 3000 mAh, ce qui correspond à une consommation inférieure à 3 microampères. Pour le Celsius Fahrenheit, donc le produit doit gérer Celsius et Fahrenheit. Par défaut, c'est du Celsius et l'unité, donc le symbole de la température, enfin de l'unité, doit se mettre à jour en fonction de l'unité sélectionnée. Le produit doit avoir un bouton pour changer la température, donc ça change immédiatement entre Celsius et Fahrenheit et vice versa. Le produit doit afficher content pas content en fonction, donc là il y a 3 possibilités. Donc on n'affiche pas content quand l'humidité est inférieure à 30% ou l'humidité supérieure à 60%. On affiche content quand l'humidité est entre 30 et 60% et que la température est entre 20 et 26 degrés. Sinon, on n'affiche rien. Voilà. Donc là, on a fait notre décomposition en user story. Donc la partie requirement, c'est terminé. Requirement, il n'y a pas de technique dedans. C'est vraiment l'expérience utilisateur qu'on aimerait avoir. Donc on décrit le produit qu'on voudrait avoir. Mais on ne décrit pas comment on le fait. Voilà, c'est ça la différence. Après, on va passer au niveau de la technique. Donc comment on fait ce produit. Et donc là, on va créer des tâches pour les développeurs. Et chaque tâche sera liée au user story. Pour information, les testeurs vont tester le produit basé sur des user stories, pas basé sur les tâches, basé sur ce que l'utilisateur il veut. D'accord? Donc les tâches, c'est vraiment pour le planning et pour les développeurs. Donc là en vert, j'ai remis les user stories.
Donc on peut voir qu'une tâche peut couvrir plusieurs user stories. Donc par exemple pour le LCD, j'ai mis en tâche, il faut implémenter un driver LCD. Pour ce LCD là, vu que c'est des segments, il faut aussi, pour la température, il faut implémenter un driver de température, implémenter un driver d'humidité. Il faut faire une lecture de tout ça et mettre à jour le LCD toutes les minutes. Donc il y a une tâche pour ça. Il faudra, pour les boutons, il faudra mettre à jour l'algorithme, donc Business Logic, BL Business Logic, et créer un mécanisme pour détecter l'appui du bouton et mettre à jour les unités de température. Et il faudra aussi faire l'algorithme pour les icônes. Et bien sûr, il faudra optimiser la consommation pour respecter cette user story qui dit qu'on doit consommer moins de 3 microampères. Donc ça, c'est des exemples de tâches. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait après? Donc ça, c'est ce qu'on voit dans un logiciel typique. Donc le logiciel en question ici, c'est Azure DevOps de Microsoft. Donc ça ressemble à ça, hein. Vous avez le nom, l'état de la user story, dans quel domaine, dans quel projet, ça, vous pouvez attacher des documents. Sur Azure DevOps, il y a deux choses, il y a la description et l'acceptance criteria. Donc c'est vraiment formalisé, hein. Là au-dessus, j'ai pas vraiment respecté cette formalisation. En gros, ce qu'il voudrait, ce serait que les user stories soient décrits sous cette forme-là, avec un critère d'acceptation sous cette forme-là. Donc, pour les LCD, par exemple, ça donnerait, en tant qu'utilisateur, je voudrais un LCD dans le but de pouvoir voir la température et l'humidité. Donc ça, c'est la description. Le critère d'acceptation, ce serait, étant donné que j'ai un LCD, quand je regarde, j'aimerais voir la température et l'humidité. Voilà. Mais bon, après, c'est au bon vouloir de chacun. Moi, quand je vois des user stories qui sont écrits comme ça, j'ai quand même l'impression de lire une règle de philo et je sais pas si ça apporte grand chose. Après, c'est mon avis personnel. Mais il faut savoir que tout est formalisé et qu'il y a des gens qui se sont cassés la tête pour faire une méthodologie d'écriture des user stories. Donc, je vous la donne ici. Ça, c'est un exemple de tâche, toujours sur Azure DevOps, mais il y a plein d'autres logiciels, hein. Donc, la tâche, on a notre description et, très important, on a le nombre d'heures estimées de la tâche. Ok. Alors maintenant, on a fini les requirements, on va passer au design. Une chose avant de faire le design, généralement, ce qui se passe, c'est que quand on a fini de créer les tâches, l'architecte ou je sais pas qui, ou les développeurs des fois, ils vont prendre les tâches et ils vont essayer vraiment au niveau d'estimer le temps que prendrait cette tâche à faire. D'accord? Donc admettons, je dois faire un driver de température, je me dis bon, ça va me prendre 5 jours. Voilà, par exemple. Et l'idée étant que on va baser notre planning sur l'estimation donnée par les développeurs pour les tâches. Donc le planning, il peut être fait juste avec l'estimation des tâches, hein, ou avec le design détaillé des tâches. Parce que dans chaque tâche, admettons, vous devez implémenter un driver de température. Le développeur, il reçoit cette tâche-là. Et ce qu'il va devoir faire, le développeur, c'est qu'il va devoir créer un document qui décrit comment il va faire cette driver de température. Donc là, il va mettre par exemple des organigrammes, des séquences diagrammes, donc des diagrammes de séquences. Il va mettre, par exemple, s'il fait une librairie, il va mettre l'API de la librairie, timer qu'il utilise. Donc là, on est vraiment dans le technique, mais comment il fait ça en fait? Voilà, c'est ça le document de design. Ça, tout le design, généralement, il est chapeauté plutôt par un architecte. Architecte qui doit donner la vision globale du produit. Donc par exemple, il dit, bon, on a notre micro. Donc, quel micro déjà choisir? Quel capteur de humidité qui pourrait répondre à ces critères? Quel capteur de température? Quel LCD? Quel bouton? Comment on gère ça? Est-ce qu'on va utiliser un OS, pas d'OS? Est-ce qu'on fait les drivers sous forme de librairie? Oui ou non? Est-ce qu'on fait sous interruption? Etc., etc. Donc là, il y a quand même des questions à se poser. Là, c'est un exemple d'architecture en gros. Donc là, on aurait notre business logic, on aurait tous les drivers, et en dessous, on aurait tout ce qui est hardware interface layer et hardware abstraction layer. Donc ça, c'est si vous voulez un jour changer de micro. Hein, en ces temps qui courent, c'est pas mal d'avoir des couches d'abstraction du micro. Donc ça, c'est un exemple d'architecture. Donc dès que les designers et les architectes, ils ont mis en gros les délais,
Après qu'ils aient détaillé ou pas comment ils allaient le faire, c'est pas très important, il faut qu'il y ait des délais. Alors là, à ce moment-là, on peut faire le planning. Donc le planning, on va faire nos sprints. Et donc on va dire, dans notre cas, j'en ai fait deux. J'ai fait deux sprints de 1 mois. Donc dans le premier sprint, on aura l'implémentation du driver du LCD, l'implémentation du capteur de température, l'implémentation du capteur d'humidité et juste une lecture et mise à jour du LCD. Donc voilà, ça c'est les 4 tâches du sprint 1 qui donc sont associées à ces user stories ici. Et après, deuxième sprint, on aura donc le reste, c'est-à-dire le bouton pour changer la température, toute la logique pour les émoticônes content, pas content, et la consommation. Et donc ça c'est le modèle, le process agile, c'est-à-dire qu'au bout d'1 mois, on va pouvoir donner un firmware à la validation, et la validation saura que ce firmware-là, du sprint 1, il comprend les fonctionnalités de ces user stories. Et donc la validation va pouvoir tester un produit partiellement fini, mais il saura déjà ce qu'il y a dans ce produit. Il y aura en l'occurrence ces 6 user stories là. Alors que si vous auriez fait le process en cascade, vous auriez dû tout implémenter et seulement à la fin, vous filez le produit complet à la valide et la valide doit tout tester. Inconvénient du process en agile, c'est-à-dire que la validation, quand il va recevoir le firmware du sprint 2, donc avec ces nouvelles fonctionnalités, va devoir aussi tester les fonctionnalités d'avant, au cas où on aurait cassé quelque chose. Donc c'est vraiment un processus itératif. Admettons vous avez 20 sprints, c'est-à-dire qu'au sprint 20, la validation va devoir également tester ce qu'il y avait dans le sprint 1. Donc il aura testé 20 fois ce qu'il y a dans le sprint 1. C'est pour ça que c'est important d'automatiser les tests quand on est en méthode agile. Mais l'avantage aussi de cette méthode agile, c'est que si la validation trouve un bug dans le sprint 1, dans le sprint 2, vous pouvez corriger aussi les bugs trouvés dans le sprint 1. On améliore aussi le produit à chaque sprint. Donc là, je vais parler de la validation. Donc la validation va tester les produits en se basant que sur les user stories, pas les tâches. On va créer un bug associé à une user story. Après, on peut classer les bugs par priorité. Admettons, la validation reçoit un firmware et hop, ça marche pas. Hein. Elle veut voir le thermomètre, il n'y a rien qui s'affiche sur le LCD. Elle fait un bug, elle dit, il n'y a rien qui s'affiche, priorité 1, vous me le fixez de façon urgente. La validation peut créer des bandes tests automatisées. Ça, c'est le top du top. Hein. C'est-à-dire que on reçoit un firmware, on le met dans le banc, tout est fait de façon automatisée, c'est-à-dire que le banc va flasher le firmware. Le banc pourrait également simuler des capteurs, donc simuler de la température, simuler l'humidité. On pourrait mettre une caméra pour regarder que tout est bien affiché correctement. On pourrait aussi simuler des appuis sur le bouton pour changer l'unité de température. Et on pourrait automatiser la mesure de consommation. C'est-à-dire qu'à chaque sprint, on pourrait activer des nouveaux tests, case, et donc tout serait fait de façon automatisée. Alors, je peux aussi vous parler du regression test. Généralement, dans un projet, donc, on a plusieurs développeurs et chaque développeur travaille sur une tâche en parallèle. Hein, tout le monde travaille en parallèle. Et du coup, on a des logiciels de versionning pour mettre le code en commun. Et donc ça, on en a deux principalement que beaucoup de monde connaît, c'est SVN et Git. Donc maintenant, c'est quasiment tout le monde utilise Git. Moi, je vais parler de Git. Donc dans Git, donc chacun fait quand il fait sa tâche, il va créer sa branche. Hein, et dès qu'il a fini de travailler, quand il ferme sa tâche, il merge, donc il met le code en commun sur la branche commune qui s'appelle develop. Et donc généralement, on a ce qu'ils appellent des pipelines. Donc c'est-à-dire que j'ai un exemple de pipeline ici. Voilà, ça c'est un pipeline. C'est-à-dire que, admettons, vous pouvez configurer le pipeline qui va s'exécuter toutes les nuits. C'est-à-dire que toutes les nuits, un process automatisé, donc le pipeline, va pouvoir prendre le code, le dernier code de la branche develop, donc de la branche commun, hein, et il va essayer de générer le firmware, donc créer le firmware correspondant, et il va pouvoir exécuter des tests sur ce firmware et envoyer à la fin un rapport.
C'est-à-dire que si, admettons, vous travaillez sur une tâche, admettons, vous travaillez sur le capteur d'humidité, vous avez fini votre tâche, vous le mergez. Donc vous mettez votre code avec le code commun. Mais vous avez fait un bug. Et ben, dans le pipeline, il va potentiellement, la nuit, pouvoir voir que vous avez fait un bug. Et du coup, vous saurez que le lendemain que vous avez cassé quelque chose dans le code global. Ça, c'est l'idée du pipeline. Et du coup, les regression testing, c'est ça, en fait. C'est des tests qu'on va faire régulièrement, donc généralement tous les jours, hein, sur le code commun de la journée. Hein. Et on va tester des fonctionnalités très simples telles que bah, est-ce que ça démarre, hein, est-ce qu'il n'y a pas de reset, est-ce que par exemple on affiche quelque chose sur notre thermomètre. Très simple, hein, on va pas chercher loin. Et après, donc dans les produits un peu plus compliqués, on peut faire des smoke tests. Smoke tests, c'est on va faire une pré-série de tests avant d'exécuter tous les tests d'un projet. C'est vraiment, par exemple, vous avez un gros produit qui fait énormément de fonctionnalités, bah, vous testez un peu de toutes les fonctionnalités, mais les globales, avant de dérouler tout votre test plan. Ça, c'est le pipeline. Donc là, on a fini le développement, on a fait la validation du produit, notre produit est validé, il respecte bien toutes les user stories. Maintenant, il va falloir le mettre en production. Il y a une dernière étape qui peut aussi impliquer le firmware designer, c'est le hardware test firmware. Qu'est-ce que le hardware test firmware? C'est un firmware spécial qu'on va faire pour la production seulement. Le but est de tester les PCB de production avant de les envoyer au client. Si vous en faites pas, admettons pour le produit ici, l'opérateur dans l'usine, il va juste regarder le thermomètre, il va dire bon bah c'est bon, ça m'affiche une température, ça m'affiche l'humidité, il y a l'icône content, tout va bien, on envoie au client. Sauf que vous n'avez pas testé, admettons que le LCD il n'était pas cassé et que le cône du pas content il marchait pas. Et ça va pas. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un firmware spécial pour tester ce genre de cas. Donc là, je vous ai mis deux versions. Donc là, c'est sans test firmware. Une version simplifiée. Donc en version simplifiée, on pourrait faire un firmware spécial qui va lire la température, vérifier que c'est à peu près normal, lire l'humidité, vérifier que c'est à peu près normal, et il va faire clignoter tous les segments du LCD en blanc et en noir pendant 5 secondes. Donc là, c'est-à-dire qu'on aurait tout le LCD qui s'allume, hein, comme quand vous démarrez une voiture, tous les icônes s'allument, c'est exactement la même chose pour vérifier qu'il n'y a rien qui est cramé. Et à la fin, on pourrait envoyer un OK, non OK sur rapport série pour que le gars il voit un icône vert c'est bon, un icône rouge c'est pas bon. On pourrait aussi faire une version plus complexe, totalement automatisée. Donc on pourrait mesurer la température de notre thermomètre et la comparer avec une température calibrée externe et mesurer que c'est la même. On fait pareil avec le capteur d'humidité. Pour ce faire, on peut utiliser ce qui s'appelle des nids à clous. Petite chose ici, c'est-à-dire qu'on va mettre notre PCB directement sur des petits picots. Et après, on aura un programme automatisé qui va lire ces signaux et faire les choses correspondantes. Et voici toutes les références des images de ce document.